Bonjour et merci de vous joindre à notre webinaire sur la justice s'adapte. Voici quelques notes d'aspect administratif. Ce webinaire accueille un large public. Si vous rencontrez des difficultés techniques, la première chose que nous vous suggérons est de simplement quitter la réunion et d'y revenir en utilisant le lien fourni. Soyez assurés que LexisNexis distribuera un enregistrement de la présentation dans les prochains jours, ainsi que des ressources supplémentaires pouvant vous être utiles. Nous avons également reçu de nombreuses questions avant le webinaire et nous ferons de notre mieux pour répondre à beaucoup d'entre elles. Si vous souhaitez soumettre une question aujourd'hui, veuillez le faire en utilisant la section « Chat ». Nous tenterons d'y répondre. Avant de confier la discussion d'aujourd'hui à notre modérateur et à notre panel, au nom de LexisNexis Canada, nous espérons que vous êtes en sécurité pendant cette période incertaine. Alors que les événements de la COVID-19 continuent de se dérouler, la page d'accueil de coronavirus de Lexis Practice Advisor propose un guide pratique de ressources juridiques qui peut être téléchargé gratuitement. Veuillez visiter lexisnexis.ca/COVID-19 pour plus d'informations. Le webinaire d'aujourd'hui va maintenant commencer. J'aimerais vous présenter la modératrice, Maître Marie-Hélène Brière, avocate et gestionnaire de produits chez LexisNexis. Merci Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Dans la prochaine heure, nous allons aborder les thèmes suivants sous forme de table ronde virtuelle. On va commencer avec évidemment les impacts de la situation relative à la COVID-19, des mesures qui ont été mises en place pour pallier la situation et continuer d'offrir l'information concernant la protection du public, du soutien offert aux avocats relativement au paiement des cotisations, la formation continue, les défis auxquels ils font face dans la gestion de la situation et, en terminant, l'impact que ces mesures peuvent avoir dans le futur, soit dans les règles ou dans la gestion interne de leurs barreaux respectifs. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui 3 panélistes qui répondront à différentes questions. Sans plus tarder, je vous les présente. Tout d'abord, nous avons Maître Nadine Dupuis, qui est bâtonnière du barreau de l'Outaouais, donc diplômée de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section de droit civil. Maître Dupuis a été admise au barreau du Québec en 1998. Elle a d'abord œuvré en pratique privée au sein du cabinet Letellier et Associés, devenu Letellier Gosselin-Duclos, pour ensuite se joindre en 2000 au ministère de la Justice du Canada, où elle pratique le litige civil, administratif et constitutionnel. Depuis son entrée dans la profession, Maître Dupuis s'est impliquée activement au sein du barreau de l'Outaouais en siégeant quelques années au sein de l'Association du jeune barreau de l'Outaouais à titre de conseillère puis de présidente et en siégeant sur divers comités du barreau de l'Outaouais. Elle siège au conseil du barreau de l'Outaouais depuis 2017 et il est devenu bâtonnière en 2019. Donc, bienvenue, Maître Nadine Dupuis. Ensuite, nous avons Maître Alexandre Forêt, qui est bâtonnier du barreau de Montréal, bachelier en droit de l'Université McGill avec mineur en sciences politiques. Maître Forêt est admis au barreau en 2011. Il œuvre d'abord dans un cabinet national avant de se joindre en 2014 à l'équipe montréalaise de Gowling WLG, où il pratique toujours au sein des groupes de réorganisation, faillite et insolvabilité et de litige commercial. Le plus jeune bâtonnier de l'histoire du barreau de Montréal, il est très impliqué dans le milieu culturel. Le dynamique bâtonnier s'est aussi impliqué dans les milieux économiques et d'affaires montréalais. Donc, bienvenue, Maître Forêt. Et nous avons Maître Jean-François Poirier, qui est bâtonnier du barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, avocat plaideur chez Quin-Lamarre depuis 2014, il est associé propriétaire et responsable du groupe de pratique responsabilité et assurance. Il se consacre également au droit de la construction. Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires, il a su faire sa marque comme administrateur d'organismes, conférencier et enseignant universitaire. Impliqué dans son ordre professionnel, il est bâtonnier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, bienvenue, Maître Poirier.
Donc, sans plus tarder, allons-y avec notre première question. Donc, quel rôle les barreaux de section ont-ils à jouer dans une situation comme celle que nous vivons présentement? Donc, je vais peut-être ouvrir la discussion avec Maître Dupuis. Oui, bonjour, merci. D'abord, je pense que c'est important de mentionner que le plus grand impact en ce moment, là, ce sont nos membres qui le ressentent. Hein. On le sait, la justice est en mode service essentiel. Il y a que les choses urgentes ou à peu près qui procèdent devant les tribunaux. Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes temporairement. Il y a fort à craindre que certaines auront peut-être la difficulté à se relever de cette crise-là. Alors, ce n'est pas sans conséquence, évidemment, pour nos membres. Ça signifie pour plusieurs d'entre eux une diminution de revenus majeure. Pour d'autres, ça signifie une perte d'emploi pure et simple. Là, on a des cabinets, nous, dans l'Outaouais, qui ont dû se résoudre à faire des mises à pied, que ce soit chez les employés de soutien ou chez les avocats. Alors, les impacts sont énormes. Puis, évidemment, notre champ d'action est limité, mais je pense que notre responsabilité comme barreau de section dans ces circonstances-là, c'est surtout d'appuyer nos membres et de s'assurer qu'ils soient bien informés dans le contexte actuel, notamment sur les activités judiciaires. Alors, c'est le rôle qu'on joue en ce moment. Nous, dans l'Outaouais, évidemment, c'est 3 districts, alors c'est plusieurs palais de justice. Alors, on demeure sur une base presque quotidienne en contact avec les autorités judiciaires et avec les juges coordonnateurs de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. On est aussi en contact. On reçoit aussi de l'information de la Cour fédérale. Alors, nous relayons toute l'information pertinente à nos membres via notre site Internet, via notre page Facebook. Au début de la crise, on le faisait sur une base quotidienne. Maintenant, on le fait sur une base hebdomadaire. Alors, on transmet toute l'information sur les activités judiciaires à nos membres. Et aussi sur la façon de continuer à déposer les procédures parce qu'on le sait, là, les procédures urgentes peuvent être déposées, mais d'autres types de procédures peuvent l'être aussi, notamment par courrier. En tout cas, dans l'Outaouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les juges coordonnateurs ont mis en place des initiatives extraordinaires. Alors, c'est notre rôle de les communiquer le mieux possible à nos membres. Alors, c'est la façon dont on tente d'accompagner nos membres à cette période de crise, de notre côté en Outaouais. Parfait, merci. J'aurais peut-être du côté de Maître Poirier, de votre côté. Bonjour. Bien, en fait, bonjour. Je suis totalement d'accord avec les commentaires de Nadine. Évidemment, on a un rôle d'informateur auprès de nos membres. Et je dirais aussi qu'on a un rôle aussi de courroie de transmission parce que nos membres nous sollicitent beaucoup. Puis, en tout cas, dans mon coin, on a ce qu'on appelle des CCRO, un comité de coordination régionale des opérations, qui est un genre de cellule de crise. Alors, les membres étaient au courant qu'au début, à chaque jour, on rencontrait les juges coordonnateurs responsables, la détention, les directions des palais, la sécurité, etc. Donc, ils pouvaient nous soumettre leurs enjeux, leurs questions. Puis là, ben, on pouvait les soumettre lors de ces comités-là. Et ce qui sortait de ces comités-là, l'interprétation des directives, etc., on pouvait la transmettre aux membres, que ce soit par courriel, Facebook, LinkedIn. Puis on a un rôle aussi, je pense, qui ça est toute l'année, en tout cas dans mon coin, d'informer le justiciable, puis surtout de les épauler lorsqu'ils ne sont pas en mesure de se trouver un avocat. Ça continue aussi durant la crise parce qu'il y a les dossiers d'urgence qui sont entendus en matière de protection de la jeunesse. Juste avant le webinaire, j'étais au téléphone avec une dame qui n'était pas en mesure de se trouver un avocat qui acceptait l'aide juridique dans le coin. Puis un peu le dernier ressort, c'est on appelle le bâtonnier. Fait qu'on a ce rôle-là aussi là, comme barreau. OK, parfait. Maître Forêt, du côté du barreau de Montréal? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Du côté du barreau de Montréal, ce qui est vraiment particulièrement intéressant, c'est qu'on a l'avantage de bénéficier d'avoir une permanence, d'avoir plusieurs personnes, donc en fait, d'avoir quelques personnes qui travaillent au niveau du barreau de Montréal et qui donc peuvent coordonner à temps plein nos différents comités de liaison. Et c'est vraiment via ces différents comités de liaison-là que nous, on va avoir notre relation avec les différents tribunaux. Donc, on a une quarantaine de comités, mais je dirais une douzaine de comités de liaison entre les différents tribunaux où on veut avoir le pouls des praticiens. C'est vraiment ça, nous, pour le côté des tribunaux. On veut absolument être sûr que ce n'est pas non plus dans notre tour d'ivoire de barreau qu'on prend notre décision, mais avec les 2 pieds sur terre, où on consulte avec nos membres. Souvent, c'est même les membres, au-delà des membres de ces comités de liaison-là,
On a également nos membres qui communiquent directement avec le barreau, avec moi, pour évidemment avoir, je dirais, des deux côtés. Certains qui veulent pousser justement pour qu'il y ait cette ouverture-là plus rapide, qu'on puisse traiter plus de demandes, versus d'autres qui viennent dire, oui, mais j'ai d'autres personnes qui ne semblent pas respecter ce qui a été dit, certains juges qui procèdent sur certaines requêtes, d'autres qui ne procèdent pas. Le but, évidemment, c'est de créer cette uniformité-là pour qu'il y ait une prévisibilité, autant pour le justiciable que pour les avocats, que pour nos membres également. Ce qui est intéressant, je dirais peut-être une particularité un peu plus du côté du barreau de Montréal, c'est que comme on a les différents comités des associations représentant les avocats, on peut se penser à l'ADN, donc les avocats de la défense, les avocats du côté de l'immigration, qui ont eux-mêmes leurs représentants pour pousser pour les intérêts directement des membres. Ça nous permet également de nous concentrer un peu plus sur l'intérêt des justiciables directement. Donc, lorsque je participe à différents comités de liaison ou des rencontres directement avec la magistrature, je me fais un devoir, moi, de toujours parler des gens non représentés. Parce que c'est eux qui, si les avocats eux-mêmes sont mélangés ou sont un peu perdus dans un système qui a changé, pour des justiciables qui se présentent, qui se font dire, ah oui, mais finalement, ça ne procède pas, ou on ne sait pas trop quand ça va représenter, peut-être qu'on va vous rejoindre, on ne sait pas trop comment. C'est très paniquant pour les justiciables eux-mêmes. Donc, j'essaie d'être le plus possible là pour, je dirais, que la Cour prenne conscience de ces difficultés-là pour les gens non représentés. Et évidemment, tout le reste du côté de nos membres pour, je répète un peu ce que Jean-François, ce que Nadine a mentionné, mais cette courroie-là de transmission d'informations le plus rapidement possible. Le site web, nous, du barreau de Montréal, la page COVID est mise à jour à chaque jour et des fois plusieurs fois par jour. Au début, c'était plusieurs fois par jour parce qu'on avait tellement je dirais, d'avis des différentes cours qui nous étaient envoyés. Mais on s'est fait un point d'honneur. Nous, à chaque matin, on avait notre cellule de crise qui se rencontrait pour être sûr et certain que les membres puissent avoir l'information dès qu'on la reçoit pour que les membres puissent l'avoir. Parfait, merci. J'irai avec la seconde question. Parlez-nous de votre expérience depuis la crise de la COVID-19 pour votre barreau de section. Puis peut-être en sous-question, recevez-vous beaucoup de demandes de la part de vos membres? Puis quel type de support vos membres recherchaient-ils? Fait que je vais peut-être garder le même ordre. On peut peut-être commencer avec Maître Dupuis. Oui. Écoutez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, puis comme Alexandre et Jean-François l'ont répété, on est principalement une courroie de transmission. Alors, c'est le rôle qu'on a joué depuis le début de la crise. Puis il faut dire dans l'Outaouais qu'on avait une petite pratique générale de ce que pouvait avoir l'air la justice en mode service essentiel, puisqu'on avait vécu les inondations l'année dernière. Alors, on s'était retrouvés l'année dernière aussi à devoir communiquer avec nos membres des informations précises sur la façon dont les activités judiciaires se déroulaient à tous les jours. On a tiré des leçons de cette expérience-là. Alors, dès le début de la crise, avant même que l'on sache que la justice se plaçait en mode service essentiel cette année, moi, j'ai communiqué avec les autorités judiciaires. Je leur ai dit, écoutez, on va trouver une façon de faire pour que ça se déroule bien, puis pour que l'information soit la mieux communiquée possible, communiquée le plus efficacement possible à nos membres. Alors, on avait eu cette petite pratique générale-là qui nous a peut-être permis d'être un petit peu plus près à la situation cette année, bien qu'elle n'a aucune commune mesure avec ce qu'on avait vécu, évidemment, l'année dernière. Il faut dire dans l'Outaouais que les impacts là, pour le barreau, plus précisément, c'est qu'on a dû annuler, évidemment, des formations qui devaient avoir lieu dans le mois de mars. On était déçus d'avoir à le faire, mais on n'avait pas d'autre choix. On a dû annuler notre Assemblée générale annuelle qui était prévue pour le 1er mai et il y avait également des formations qui étaient prévues dans le cadre de cette Assemblée générale annuelle-là. Alors, on a eu d'autres choix que d'annuler ça aussi. Je dois parler aussi de l'échange d'Outaouais-Strasbourg. Le barreau d'Outaouais entretient des relations très importantes avec le barreau de Strasbourg depuis très longtemps. Et cette année, au mois de juillet, nous avions toute une délégation de l'Outaouais qui allait visiter nos collègues du barreau de Strasbourg. Et malheureusement, notre grand désarroi, on a dû annuler l'échange en espérant qu'on pourra y procéder l'année prochaine. Alors, c'est un petit peu les impacts que la COVID a eu sur le barreau. Mais encore une fois, rappelons que les plus gros impacts sont subis par nos membres. Oui, parfait. Maître Poirier, de votre côté?
En fait, les demandes qu'on reçoit des membres, c'est souvent sur l'interprétation ou des nombreuses directives qui sont transmises. Alors, il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur le site du barreau, sur le site des différentes cours, etc. Mais il vient quand même un moment où il peut y avoir place à interprétation, tout ça. C'est ça que le comité que je vous parlais tantôt de coordination des opérations est super utile. Et on a fait un petit sondage aussi là, auprès de plusieurs membres pour voir qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme support. Puis ce qui sortait, ce n'était pas nécessairement là, des besoins au niveau monétaire ou des congés de cotisation, tout ça. Ils voulaient qu'on fasse savoir que les avocats étaient au travail puis pouvaient rendre des services à leurs clients. C'est pour ça que plusieurs m'ont fait des commentaires. J'étais très content que je fasse un webinaire comme on fait aujourd'hui, mais avec la Chambre de commerce chez nous, pour parler aux entrepreneurs, puis faire réaliser aux entrepreneurs que même si les tribunaux, pour la plupart, sauf les urgences, étaient arrêtés, malgré que là, il y a des élargissements là, depuis peu, les avocats étaient toujours disponibles pour rendre des services, puis c'était le temps là, de les consulter, puis de préparer vos choses, puis de consulter vos conseillers pour vous aider dans votre business, votre organisation. Fait que c'est un peu ça que les membres nous demandaient comme service puis comme demande. Parfait, merci. Maître Forêt, de votre côté? Nous, ça a été assez particulier. Il y a un exemple que j'aime raconter parce que ça démontre à quel point la situation a évolué excessivement rapidement. Le vendredi avant, je regardais justement rapidement mon agenda, mais le vendredi avant le confinement, donc c'était le 6 mars, j'ai envoyé moi, une communication à tous les membres du Barreau de Montréal. En fait, nous félicitant le conseil d'avoir réussi en fait, à obtenir le nombre maximal de subventions, 36 000 de plus de subventions pour notre gros événement annuel, soit le Salon Visée Droit, qui est un salon qui vise à aider. On a environ 1000 consultations gratuites à chaque année. On a plusieurs intervenants qui viennent vulgariser le droit, qui viennent expliquer le droit aux justiciables. C'est vraiment au cœur de notre mission, c'était au cœur de mon mandat. Et ça, j'envoyais ça le vendredi. Le mardi de la semaine suivante, on avait une réunion d'urgence. Donc, 4 jours plus tard, j'avais une réunion d'urgence avec mon comité où on se demandait, devrait-on annuler? À ce moment-là, c'était une question, ce n'était pas une évidence. On parle du 14, donc de mars. On a décidé d'annuler et 2 jours plus tard, il y avait le décret qui faisait en sorte que tous les événements étaient au bout du compte annulés. Et ça démontre, je pense, cet aspect-là qu'à chaque jour qui venait au début de la crise, on avait des nouvelles mesures et on avait justement les questions principales qui venaient des membres, c'était vraiment pour réussir à juste se dépêtrer dans ces différentes mesures-là. On avait au-delà, évidemment, de ce qui était droit applicable, de comme est-ce qu'il y a une mesure, est-ce que c'est des mesures qui se complètent ou c'est plutôt des mesures qui s'additionnent l'une après l'autre puis on tente de les comprendre. Mais du côté de la justice, même, j'oserais dire, les tribunaux eux-mêmes se demandaient qu'est-ce que l'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait permettre ou non. Et c'est une fois qu'on a eu, je pense, le gros coup qui a été donné, c'est une fois que tout ce qui était les délais de prescription qui ont été suspendus, là, ça a rassuré beaucoup pendant la magistrature. Ça leur a donné un espèce de coup de dire, OK, bien là, on va suspendre au maximum les activités et on peut se permettre de traiter que les demandes d'urgence. Parce qu'au début, on était un peu dans cette classification-là de comme qu'est-ce qui devrait y aller, qu'est-ce qui ne devrait pas. Puis ensuite, lorsqu'on a eu l'arrêté de la ministre de la Justice et de la juge en chef du Québec, qui venait mentionner que la prescription était suspendue, je pense que ça a vraiment fait en sorte que tout le monde s'est dit, OK, il n'y a vraiment plus rien qui devient... Il faut que l'urgence soit red hot. Là. On est vraiment dans des situations où d'extrême urgence. Et c'est là, je pense que ça a pu clarifier, même pour les membres, c'est devenu beaucoup plus clair. Là où je dirais qu'il y a toujours des lignes, c'est vraiment du côté de l'aspect, je pense, plus en familial ou du point de vue de la jeunesse ou du point de vue de ces enjeux-là où on comprend qu'effectivement, on a des urgences. Mais du côté civiliste, par exemple, on se fait demander justement est-ce que les salles fonctionnent encore? Il faut dire, à Montréal, alors qu'on a 3 salles qui ont chacune à peu près comme une centaine, c'est des fois 150 ou 50 dossiers. C'est 3 salles différentes pour la Cour du Québec, la Cour supérieure, puis le familial. Et en ce moment, ils sont tous dans une seule salle, parce que la salle à volume, et on a à peu près comme une douzaine de personnes qui se présentent seulement par jour. Et par la suite, on procède avec ceux qui se présentent. Il n'y a presque plus rien qui fonctionne. Évidemment, le but, c'est de maintenant, je pense que là, on est rendu, on a dépassé un peu cette limite-là où on fait juste attendre de voir comment est-ce que la Cour va réagir. On parle de déconfinement maintenant. Et là, ça va être de trouver cet équilibre-là entre une justice qui va en fait se servir de l'informatique, qui va se servir en fait des différents moyens technologiques pour bien fonctionner, versus une justice au service des moyens technologiques. Parce que c'est un peu la peur des membres aussi. On veut garder
cet aspect-là d'une justice humaine en personne, particulièrement pour les personnes non représentées. Mais on veut évidemment aussi ouvrir le plus possible. On veut commencer à redonner la justice autant aux citoyens que pour nos membres. Donc, dans ce cadre-là, je pense que le rôle des barreaux va se modifier à courroie de transmission vers une espèce de gardien de cet équilibre-là entre l'intérêt des membres, l'intérêt du public et la bonne tenue de la justice. Oui. Au niveau de la communication, avez-vous eu à apprendre de nouveaux logiciels, peut-être utiliser d'autres modes de communication? On a parlé tantôt médias sociaux, site Internet, peut-être une page spéciale, des podcasts, des webinaires, d'autres choses, pour garder le contact avec vos membres. Maître Poirier, est-ce que vous voulez y aller sur ça? Oui, ben en fait, dans les différentes réunions, c'est sûr que Teams est utilisé. Là, on fait des webinaires, on fait des communications avec Zoom comme aujourd'hui. Fait que ça, c'est évident. C'était le cas avant, puis c'est encore plus le cas maintenant, mais certains juges sont des fanatiques de texto. Alors, ils peuvent rejoindre le bâtonnier à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7. Et on en profite allègrement. S'il y en a qui sont à l'écoute, peut-être qu'ils vont se reconnaître dans mon coin. Évidemment, là, on a parlé des réseaux sociaux, les communications qu'on fait aux membres, bien, on les fait par les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, puis les courriels. Mais on a appris à découvrir des nouveaux outils de travail là, pour les réunions, là, comme je le mentionnais. Parfait. Mais Dupuis, de votre côté? Oui, bien, un peu comme Jean-François, on fonctionne, comme je l'ai dit tantôt, avec notre site Internet. Pour rendre les choses encore plus claires, on a ajouté une section, comme le Barreau de Montréal le fait également, je l'ai noté, on a ajouté une section mise à jour relativement à la COVID, pour tenter aussi de ne pas créer de confusion entre ce qui concerne la COVID puis ce qui concerne les activités judiciaires en général, parce que les initiatives continuent quand même d'être mises de l'avant et qui n'ont pas nécessairement de lien avec la COVID. Alors, on a fait ça. Évidemment, on avait au Barreau de l'Outaouais une page Facebook depuis quelques mois seulement. Alors, on l'a mise à contribution, évidemment, beaucoup dans les dernières semaines. Du côté à l'interne, du côté du barreau, comme tout le monde, il faut travailler à distance. Et nous, ce qui est un peu particulier, c'est que nous avons, contrairement au barreau, là, on n'a pas une très grande permanence avec plusieurs employés. On avait une coordonnatrice qui travaillait à raison de 10 à 15 heures par semaine et elle avait démissionné il y a quelques semaines et on a embauché une nouvelle coordonnatrice à temps plein et qui a commencé à travailler avec nous au début du mois d'avril. Alors, dans un contexte, vous comprendrez, assez particulier. C'est pour vous dire, on ne l'a même pas rencontrée encore en personne. Alors, elle travaille avec nous depuis un mois, mais ça va très bien. Évidemment, on utilise la technologie comme tous nos collègues le font. Le barreau de l'Outaouais, le conseil du barreau de l'Outaouais, doit continuer de se réunir, puisque même si les choses tournent au ralenti, il y a quand même des décisions à prendre et les choses doivent continuer d'être gérées. Alors, on a utilisé Zoom et là, très bientôt, on est en train de s'acclimater à Teams aussi également. Alors, on va tester, comme tout le monde, les différentes plateformes qui s'offrent à nous. Mais c'est un petit peu, comme tout le monde, il faut s'initier à la technologie, il ne faut pas y résister. Alors, c'est ce qu'on a fait. Maître Forêt, du côté du barreau de Montréal. Parce que je ne veux pas répéter, dans le fond, tous les mêmes programmes que tout le monde utilise, mais je pense que du côté du barreau de Montréal, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, dans le début de la crise, en fait, spontanément, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt comme annulé certaines réunions de comité en disant là, on va gérer la crise. Et là, on est en train de, chacun des comités est en train de trouver une structure pour vraiment repartir avec des rencontres virtuelles pour je dirais que ça devienne une espèce de nouvelle normale, à tout le moins pour quelques mois, parce qu'on ne veut pas que justement suspendre complètement toutes les activités du barreau pendant toute la durée que cette instabilité-là va être présente. Donc, on est en train maintenant d'être en mode retour à la normale, non normale. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire à tous nos coordonnateurs de comité, nos présidents de comité, de venir le mentionner. Regardez, maintenant, on a compris qu'on a eu cette espèce d'instabilité-là où il y avait vraiment des urgences. Maintenant, on veut revenir dans cette gestion-là, surtout dans la gestion du déconfinement. On a besoin de vous, on a besoin de nos comités de liaison.
Donc, on veut vraiment que tout le monde soit remis et soit capable de prendre ses décisions et évidemment de suggérer là, les changements qui seront requis. Parfait. Notre prochaine question, pouvez-vous nous parler des initiatives spéciales mises de l'avant pour aider les membres du barreau pendant cette période pour plusieurs qui représentent un défi professionnel? Je vais peut-être y aller. Maître Dupuis, vous voulez commencer sur ça? Oui, bien en fait, sur une base régionale, comme je l'ai dit, notre rôle, c'est surtout limité à un rôle d'information. On n'a pas eu de demande particulière de la part de nos membres pour jouer un autre rôle que celui-là. Puis il faut dire que le Barreau du Québec a été très proactif depuis le début de la crise. Alors, il y a différentes initiatives qui ont été mises de l'avant par le Barreau du Québec pour appuyer les avocats et avocates au Québec dans cette situation difficile. Notamment une page Facebook initiée par le Barreau du Québec, là, informelle un peu, mais qui se veut un forum d'échange pour les avocats et avocates sur les différents enjeux liés à la COVID. Je pense que ça a été très utile, très apprécié. Il faut mentionner, s'il y en a encore qui ne le savent pas, le catalogue de la formation webinaire là, gratuite offerte par le Barreau du Québec. Plusieurs formations donc gratuites. Une très belle initiative du Barreau du Québec. Alors, et puis, je vais laisser Alexandre ou Jean-François vous parler de toute la question des cotisations parce que le Barreau du Québec a reporté le paiement des cotisations pour les avocats, mais il y a différentes, en tout cas, il y a une demande de la part de l'Association des avocats et avocates du Québec d'aller plus loin que ça et de peut-être offrir un allègement aux avocats les plus durement touchés. Je vais laisser Alexandre en parler. Mais en terminant, j'aimerais rappeler que c'est la semaine de la santé mentale. Alors, je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est important de dire qu'il y a des ressources qui sont offertes aux membres du Barreau du Québec, notamment la PAMBA, qui offre un soutien psychologique aux avocats et avocates qui pourraient être plus durement touchés par la situation. Parfait, Maître Forest, voulez-vous y aller? Exactement, comme mentionné Nadine. En fait, c'est très intéressant parce que justement, on a été même sollicité du côté des barreaux de section de dire, mais qu'est-ce que de votre côté, va-t-il se passer quelque chose du côté de la cotisation? Puis très rapidement, le Barreau du Québec est venu mentionner, regardez, il faut qu'on ait une action concertée. Chaque section ne peut pas commencer à avoir chacune de ses initiatives qui vont être différentes d'une part, et d'autre, il faut vraiment être certain que les mesures qui vont être appliquées, des mesures supplémentaires, en plus de celles que le Barreau du Québec a déjà données, en ce sens le report du paiement de la cotisation, mais du côté d'une potentielle aide supplémentaire, il faut vraiment être certain que ce ne soit pas une mesure qui soit mur à mur pour tout le monde, mais plutôt une mesure qui va directement viser ceux qui ont besoin de cette aide-là supplémentaire. C'est en ce moment, je dirais, l'angle qui a été donné parce qu'on veut se donner justement tous pousser dans la même direction. Plutôt que d'avoir une aide qui va être qui serait générale et qui serait applicable à tous, on va avoir vraiment plus une méthode cookie-cutter de venir, chaque personne qui a une situation qui va le demander, c'est ces personnes-là qu'on veut aider au maximum. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'avec le conseil de section, c'est vraiment là la beauté d'un conseil comme celui-là, où tous ensemble, tous les bâtonniers des différentes sections et le bâtonnier du Québec peuvent se réunir ensemble, de venir dire, ayons une méthode commune, ayons une approche commune à cette problématique-là, pour être sûr et certain que les personnes pour qui les allègements actuels ne sont pas suffisants et que pour ces personnes-là, on puisse effectivement avoir un programme vraiment adapté et qui va répondre à leurs besoins. Donc actuellement, comme la cotisation est payable seulement en septembre, là, au plus tard qu'elle a été remise, on se donne ce temps-là pour réfléchir à avoir autant ensemble entre les sections et le Barreau du Québec pour réfléchir à un programme vraiment, à une aide qui va être spécifique. Puis on a confiance, on a une très belle écoute, autant des échanges avec le bâtonnier du Québec qu'avec les autres sections. Chaque section est libre de mentionner aussi, de mentionner son opinion et on est consulté dans ce cadre-là, ce qui est très apprécié. Je pense que c'est là qu'on voit l'utilité d'un conseil de section qui est uni puis qui discute entre bâtonniers, autant de sections que du Québec. Oui, parfait, merci. Maître Poirier? En fait, au-delà, évidemment, de la cotisation, comme je l'indiquais tout à l'heure, les membres, nous, ce qu'ils voulaient qu'on fasse comme action, c'est de montrer à la population puis à nos entrepreneurs qu'on était dans l'action. Alors, c'est dans ce contexte-là oui, j'ai parlé à la Chambre de commerce, puis on a fait une diffusion, mais on travaille aussi sur une publicité, nous, dans notre coin, dans les médias régionaux.
pour mousser le travail de l'avocat, puis rappeler à tout le monde qu'on est disponible, on peut les aider. Puis on veut ajouter une petite touche là, régionale à ça, parce que c'est la saveur du moment, là, de dire, bon, il faut consommer local, consommer proche de chez nous, encourager les entrepreneurs locaux. Bien, ça va aussi pour les avocats là, qui, dans la plupart des cas, sont des entrepreneurs locaux. Ça fait que c'est le genre de pub là, qu'on veut mettre de l'avant, là, puis qui nous a été demandé par les membres. Parfait. Je vais y aller avec les assemblées générales annuelles. On a glissé un mot tantôt. Donc, comment allez-vous gérer les assemblées générales annuelles pour votre barreau cette année? Mathie, vous n'aviez glissé un mot? Oui, mais c'est une très bonne question et c'est une question qu'on se pose toujours. Il faut dire, on est en train de regarder les différentes options parce que comme le dit Alexandre tantôt, les choses évoluent très, très rapidement. Même on a pris la décision, nous, d'annuler l'Assemblée générale annuelle autour de la mi-avril. Elle était prévue pour le 1er mai. Et ce n'était pas si clair dans notre tête qu'on ne pourrait pas nécessairement la faire au cours du mois de juillet, au cours du mois d'août, au cours du mois de septembre. Et bon, plus les jours passent, plus on réalise que c'est probablement pas très réaliste de penser qu'on va être capable de faire une assemblée générale qui réunit une centaine de personnes, sinon plus, dans une même salle, même au mois de septembre. Alors, on est en train vraiment de réfléchir à des options d'assemblée générale à distance. C'est pas nécessairement simple parce que nous, dans notre cas, nos règlements prévoient que 2 membres peuvent demander la tenue d'un vote secret. Alors, évidemment, si une telle demande est faite, on doit la respecter et ça veut dire que ça prend les outils pour être capable de faire un vote secret sur une résolution comme ça en direct, hein, et de recueillir les votes. Alors, c'est tout ça qu'on est en train de regarder. Les plateformes sont assez, en tout cas, des informations préliminaires qu'on a eues, c'est quand même assez coûteux. Alors, mais il va falloir trouver des solutions. En ce qui concerne les élections, nous, au barreau de l'Outaouais, dans la dernière année, on a développé un module de vote électronique pour nous permettre de faire des élections électroniques. Alors, techniquement, on était en mesure de procéder aux élections avant l'Assemblée, même malgré, en fait, l'annulation de l'Assemblée générale annuelle. Mais la décision, pas facile, je dois dire, ça a été une décision très réfléchie, débattue au conseil d'administration et unanimement, la décision a été prise de reporter les élections. Puis on estimait que on avait plusieurs membres qui étaient en difficulté, puis que la période n'était pas propice à la tenue d'élections. La période n'était pas propice à solliciter les membres pour voter pour l'un ou l'autre des candidats. Alors, ça a été un petit peu la motivation derrière la décision d'annuler les élections. Par contre, on est bien conscient qu'il va falloir les tenir, les élections. Et comme je le disais, plus la situation avance, plus on se rend compte qu'il va falloir trouver des solutions à long terme, des solutions à distance. Alors, plus la situation avance, plus on réalise qu'il va falloir, plus tôt que tard, procéder aux élections et à l'Assemblée générale annuelle, mais de façon électronique, de façon numérique, à distance. Alors, c'est ça, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, mais c'est évidemment, c'est un petit casse-tête qu'on doit faire parce que c'est une première expérience pour nous. On n'a jamais vécu d'assemblée à distance et il faut dire aussi que les barreaux de section jouent ce rôle je pense, de rassembleur plus que le barreau du Québec peut le faire hein, de manière régionale. C'est surtout les barreaux de section qui organisent les activités pour que les avocats et avocates puissent se rassembler, échanger sur leurs différentes réalités. Puis il ne faut pas négliger l'importance de ça. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est en réflexion et il va falloir trouver des façons de continuer de pouvoir jouer ce rôle-là. Mais voilà. Alors, pour l'AGA, on est encore en réflexion. Parfait. J'irai peut-être avec Maître Poirier.
Oui, je vais dire comme à la cour d'appel, pour les mêmes motifs que ma collègue, là, on reporte nous aussi l'AGA à une date indéterminée, qu'on pense peut-être à l'automne, mais dépendamment de ce qui va se passer. On pense aussi à tenir de façon électronique l'AGA, peut-être dans une formule imparfaite, là, parce que, évidemment, les solutions technologiques complètement appropriées là, coûtent une fortune. Là, puis c'est normal. Là, mais ça coûte ce que ça coûte, mais en même temps, on ne veut pas dépenser l'argent des membres là, pour ça. On veut l'investir dans la refonte de notre site Internet, dans d'autres partenariats qu'on va faire. Donc, on est là-dedans, mais possiblement qu'on va la remettre en septembre. Puis nous, on avait le congrès annuel là, qui devait se tenir jeudi, vendredi cette semaine. Alors, 2 journées de formation, souper avec les membres, les juges. On remettait la médaille au mérite Michael King. 5 à 7, le jeune barreau, l'Assemblée générale du jeune barreau, l'Assemblée générale du barreau. Alors, évidemment, ça devait se tenir dans un hôtel et ça a pris le bord comme bien des activités. Fait qu'on espère pouvoir renouer assez vite avec ce genre d'activité-là. Puis comme Nadine le disait, pour justement continuer de créer des liens entre les membres, puis c'est vraiment important. Puis c'est vrai que c'est le barreau qui joue ce rôle-là, surtout dans chacune de nos sections. Parfait. Du côté de Montréal, Maître Forêt? De l'autre côté, même chose pour l'AGA, en fait, ça a été remis. Du côté des élections, en fait, on les a tenues, mais on pensait un peu, on était un peu surpris, en ce sens qu'on pensait un peu comme nous, le jeune barreau de Montréal a tenu également ces élections, mais ils ont eu le même nombre de candidatures que pour le nombre de postes, donc ça s'est super bien passé et ont pu donc combler les vacances. De l'autre côté, on s'attendait à la même chose, mais en fait, on a eu une surprise qu'on ne s'attendait pas, en ce sens que pour la 3e fois de l'histoire, il y a une course au bâtonnat à Montréal. Donc, normalement, de tradition, c'est le premier conseiller qui devenait bâtonnier ou bâtonnière en premier. Et en ce moment, il y a donc cette course-là qui est de ce côté-là. Nous, évidemment, on avait déjà les élections électroniques par voie de vote électronique depuis, en fait, je dirais 2014 maintenant, donc depuis 6 ans. Et on fonctionnait déjà comme ça lorsqu'il y avait des élections généralement. Une chance, parce qu'effectivement, je dirais la population, je le sens moins, parce que les membres je les sens moins comme axés vers des élections, vers la sollicitation d'appui, c'est plus difficile. Mais je vais quand même me faire, moi, le porte-parole et dire votez, on est actuellement en période de vote, donc c'est jusqu'à ce vendredi. On a envoyé donc, à chacun de nos membres là, le courriel pour faire cette votation-là. Donc, le reste du conseil, lui, a été élu par acclamation. Donc, les vacances ont été comblées. Les gens qui terminent leur mandat ou qui n'en sollicitaient pas d'autres ont été officiellement, c'est le 8 mai que je vais techniquement donner le bâton virtuel à mon successeur ou ma successeur. Donc, ça va être par la suite. Quand est-ce que je vais le faire en personne, ça reste à voir. Oui. Croyez-vous que la situation actuelle transformera certains processus ou façons de faire dans votre barreau de section dans l'avenir? Fait qu'on va regarder la boule de cristal. Je vais y aller avec Maître Dupuis pour commencer. Oui, écoutez, c'est sûr que je pense que le défi auquel vont faire face les barreaux de section, du moins dans les prochains mois, là, je vais pas me risquer à aller plus loin que les prochains mois. Je pense que le défi va être immense. Moi, je vais terminer mon mandat de bâtonnière très bientôt lorsqu'on pourra faire les élections. Alors, mon successeur ou ma successeur aura un défi très important à relever parce que, comme je le disais tantôt, une partie de notre mandat, comme barreau de section, c'est de soutenir nos membres dans l'exercice de la profession. Et une des façons dont on fait ça, c'est en organisant des activités, soit de formation ou des activités sociales aussi, qui sont très rassembleuses, qui permettent donc à nos membres de se réunir puis d'échanger. Et dans un contexte normal, ces occasions-là se multiplient. Alors, nos membres se seraient réunis à l'Assemblée générale annuelle. On a un tournoi de golf qui est prévu à l'été. Il y a la rentrée des tribunaux qui devait venir en septembre. Là, c'est un petit peu incertain, ça aussi. Alors, toutes ces occasions de se réunir soudainement doivent être repensées.
Alors, et je pense que c'est un très grand défi qui nous attend si on veut s'assurer de pouvoir continuer à jouer ce rôle-là. Mais au-delà de cela, évidemment, comme l'a dit Alexandre tantôt, je pense que les barreaux vont devoir être aux aguets, vont devoir s'assurer que cette transition-là, tant attendue, vers une modernisation de la justice se fasse correctement. Puis je pense notamment aux barreaux de section, ça va être important de s'assurer qu'il n'y a pas une centralisation excessive des activités judiciaires. Si on met de l'avant davantage le visioconférence, alors effectivement, il va falloir jouer ce rôle-là aussi, être un petit peu, comme le disait Alexandre, le chien de garde dans ces situations-là. Mais les défis sont énormes, puis on va espérer que la situation se résorbe rapidement. Parfait. Maître Poirier, je serai avec vous. Oui, bien, deux thèmes qui me viennent en tête, c'est notamment, premièrement, la formation. On venait, nous autres, de signer une entente pour que l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, prenne en charge toute notre formation permanente parce que en région, bien, un des rôles du barreau, c'est beaucoup de donner des formations adaptées en région, puis tout ça. Puis on venait de faire un sondage auprès de nos membres, quel genre de formation vous voulez. Oui, le droit, mais aussi d'autres choses, administration, bon, etc. Et bien, évidemment, ça va changer beaucoup parce qu'on était censé faire ça dans les locaux de l'UQAC. Puis là, on va se mettre à la page, on va donner de la formation en ligne. Puis on espère que les gens vont participer. Puis il y a ça qui change. L'autre exemple qui me venait en tête, le barreau, nous, on fournit, lorsqu'il y a des journées de petites créances à la Cour du Québec, des médiateurs qui sont de nos membres, qui tentent de régler les dossiers avant qu'ils passent devant le juge, puis il y a vraiment un bon taux de succès. Alors, on faisait ça évidemment en personne, et là, ben, on ne peut plus. Alors, on est à monter une liste de médiateurs, puis à penser un système où on va à tout le moins rappeler les gens dont leurs causes ont été remises. On va leur proposer une médiation par un moyen technologique, puis peut-être essayer de désengorger, si on veut, à tout le moins ces rôles-là, parce qu'on ne se comptera pas de peur quand ça va recommencer là, au niveau criminel, au niveau familial, en litige civil, commercial, etc. Les tribunaux vont être relativement engorgés. Là. Alors, c'est deux exemples où je vois là, que ça va changer quand même passablement nos façons de faire. Parfait, merci. Maître Forêt, de votre côté? Oui, de ce que j'entends, en fait, je dirais un peu plus de manière même ça assez pratique dans ce sens-là, c'est que les tribunaux veulent voir le moins, même quand ça va repartir, veulent voir le moins de monde possible à la cour. C'est vraiment cette espèce de message-là qui semble émaner en ce sens qu'on veut les gens présents lorsque leur présence est utile à la cour, lorsque leur présence est utile pour venir plaider quelque chose, pour représenter. Mais à défaut, on tente d'avoir, je sais que nous, dans nos salles à volume, par exemple, tout ce qui était prolongation de délai ou certaines choses où normalement on avait une présence physique pour un juge qui regardait pour la suite pour voir est-ce qu'on avait effectivement une prolongation de délai. Le but est vraiment d'essayer de traiter ça le plus possible sans avocat et que les avocats soient appelés seulement s'il y a des questions particulières. Donc, encore une fois, là, on a cette partie-là où on veut, oui, repartir de la justice, mais je pense comme barreau de section, ce qu'on va devoir regarder, c'est quel est l'équilibre, versus pour nos membres, on veut quand même qu'ils puissent représenter leurs clients adéquatement, et surtout pour les gens non représentés, qui, eux, dans un système qu'ils ne connaissent pas, s'ils ne peuvent même pas être présents, puis envoient leur affaire et attendent d'avoir une réponse, c'est quand même, encore une fois, assez mystérieux pour eux. Ça devient encore plus, je dirais, inaccessible lorsqu'on ne peut même pas avoir de présence ou une personne ou un juge qui explique ou un juge ou même son avocat qui va expliquer comment ça va se passer. On va juste envoyer un document, on attend que ça arrive. Je pense que ça va être cet équilibre-là parce qu'on sent vraiment beaucoup, et on le ressent vraiment des membres aussi, d'avoir cet aspect-là qu'on veut que ça revienne, on veut qu'on va continuer à travailler et aller du côté des cours, des tribunaux, de continuer de faire notre travail. On sent que les tribunaux, eux aussi, voient septembre, ont excessivement peur que tout revienne en septembre, que ça n'a pas de sens avec le nombre de causes qui vont être à traiter, donc veulent traiter des choses, mais on sent que leur souci, c'est de sortir, on dirait de rendre tous les irritants qu'eux-mêmes avaient, qu'ils trouvaient inefficaces, ou des présences qui étaient inefficaces ou inutiles. C'est là qu'ils vont tenter, je pense, également de mettre en pratique certaines nouvelles méthodes ou certains nouveaux types de représentation. Et c'est là qu'il va falloir qu'on soit de bons représentants, porter notre espèce de double chapeau de protection du public et de
représentation de nos membres pour protéger le public. C'est vraiment cette espèce de chapeau-là qui est parfois difficile à porter, mais on va être vraiment dans une situation cette fois-ci. Il va falloir s'en assurer. Je pense que c'est très possible. Je pense qu'on a vraiment une belle opportunité avec justement des investissements qui devaient être faits en 5 ans, qui ont été faits en 5 semaines. C'est vraiment, pour la justice, on va avoir fait un bond de géant. Il faut juste faire attention aux petites douleurs de croissance qu'il va y avoir, puis faire attention également de ne pas perdre l'essentiel, que la justice reste fondamentalement humaine. Il ne faut pas oublier que ça reste fondamentalement des individus contre d'autres individus. Ça reste quand même cet aspect-là qui doit être respecté, qu'on doit se rappeler, tout en étant efficace dans les changements qu'on va mettre en place. Parfait, merci. Bien, je pense, Maître Forêt, vous avez répondu à ma prochaine question, donc, qui était les impacts pour le futur, pour la communauté juridique en général. Quelque chose à ajouter, Maître Dupuis? Pas véritablement. C'est vrai que le système de justice est en train de vivre une transition en accéléré. Ça faisait longtemps qu'on savait que la justice devait se moderniser. Il y avait des projets sur la table, mais cette crise-là a été une espèce de vecteur de changement là, très, très important. J'aimerais souligner je pense, la capacité d'adaptation des avocats et avocates qui le font là, sur une base quotidienne, s'adaptent à la situation, travaillent avec les tribunaux, avec les juges, pour que justice soit rendue dans les affaires urgentes. Puis peut-être souligner aussi que dans l'Outaouais, oui, il y a les affaires urgentes qui procèdent, mais de plus en plus, les juges tentent d'être ingénieux là, pour trouver des façons de faire pour d'autres dossiers que les matières urgentes, en le faisant à distance notamment. Il y a les choses de consentement qui peuvent procéder en ce moment dans certaines matières. Alors, il y a pas là, que les choses urgentes qui procèdent. Là, on est en train, tranquillement, pas vite, de s'adapter à la situation puis de rouvrir un petit peu le nombre de dossiers qui pourront être traités. Alors, moi, je veux souligner la capacité d'adaptation des avocats et avocates du Québec qui font un travail extraordinaire avec les juges aussi, avec les autorités. Franchement, chapeau. Il y a vraiment du travail extraordinaire qui est fait en ce moment. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il reste des défis, notamment les greffes numériques. Je pense qu'il faut s'en aller vers ça. Il faut tenter de sortir le papier des palais de justice le plus possible. La Cour fédérale a déjà un greffe numérique. La Cour d'appel est en train de le mettre sur pied également. Là, il y a déjà certains appels qui peuvent être logés, être déposés là, de manière électronique. Alors, les défis sont encore immenses. Il va falloir poursuivre dans cette direction-là, tout en étant évidemment prudent. Oui, les justiciables qui se représentent seuls, il va falloir respecter le principe de la publicité des débats aussi, il faut pas oublier ça, et s'assurer qu'à travers tout ça, on est capable d'offrir une justice d'aussi bonne qualité aux justiciables. Alors, le défi est important, mais le travail est bien entamé. Puis moi, je veux souligner le travail de tout le monde. Parfait, merci. Maître Poirier, quelque chose à ajouter? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Puis, c'est simplement, je pense que ça nous a fait apprendre ou nous familiariser avec cette situation-là de nouveaux outils. Je pense que ces outils-là, lorsque la crise va être passée, vont être utiles pour certains éléments de la justice. On peut penser à des prolongations de délais, des gestions, toutes sortes de choses qui n'auront plus besoin de se faire en personne. Mais comme mes deux amis le disaient, il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas exagérer non plus. Il faut que le justiciable puisse avoir accès à son avocat en personne, puisse voir un juge, parce qu'il y a des affaires tough qui se passent devant nos tribunaux. Là. Il y a des mères qui se font enlever leur enfant, il y a des séparations, les gens sont condamnés à une peine d'emprisonnement. Alors, quand on est dans des mesures d'urgence, comme c'est le cas présentement, évidemment, on traite comme on le peut, mais quand ça va être passé, bien, je pense qu'il va falloir revenir pour certaines matières importantes à quand même là, des procès en personne, puis s'assurer que les justiciables puissent être représentés dans leur région avec un avocat à côté d'eux en région, puis un juge assis sur un banc là, en région également. Parfait, merci.
On va y aller. Il nous reste une dizaine de minutes. On va y aller avec des questions qui nous ont été soumises par nos participants. Donc, j'y vais juste me dire qui veut répondre. Donc, la première, quels impacts entrevoyez-vous des suites de la COVID-19 quant à la disponibilité des stages pour les finissants de l'école du barreau? Doit-on craindre une rareté plus grande qu'à l'habitude? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, qui a une expérience sur celle-là? Je pense Maître Poirier, oui. Je peux répondre personnellement, moi, dans mon bureau, là, puis je le vis aussi dans la région. Mais ça semble être dans plusieurs régions aussi. Là. Évidemment, là, chez nous, les stages du barreau ont été suspendus. On espère pouvoir les reprendre rapidement. Puis on va prendre une décision sur les emplois d'été dans la ou les prochaines semaines. Mais évidemment, toute cette crise-là fait en sorte que le volume, bien qu'on est bien content de se maintenir, mais diminue un petit peu. Puis évidemment, les premiers touchés peuvent être les étudiants et stagiaires parce qu'il y a un petit peu moins de volume, mais aussi parce que c'est un souci des employeurs, j'imagine, d'offrir un stage de qualité aux stagiaires. Puis là, on est en période d'adaptation. On se dit, on ne peut pas les amener à la cour. Les transactions, c'est compliqué. Mais en même temps, ils vont peut-être apprendre d'autres façons de réaliser ces mandats-là. Alors, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Là. Moi, j'espère que ces impacts-là vont être brefs puis qu'on va revenir à la normale pour pouvoir engager tous ces gens-là, mais c'est sûr qu'il va y avoir un impact. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que c'est pas en ce sens que lors de la crise économique en 2008-2009, les gens se posaient un peu les mêmes questions, en ce sens qu'il y avait eu quand même une chute assez importante là, des dossiers du côté en matière commerciale ou en matière plus de droit des affaires. Puis oui, il y avait eu un certain impact, mais le marché ensuite était revenu. Donc, il y a souvent, quand même, l'embauche de stagiaires, c'est quand même fait dans une perspective à long terme. C'est quand même fait sur cette espèce de prévisibilité sur 2, 3 ans parfois. Donc, des fois, on ne le sent pas nécessairement dès maintenant, on le sent un petit peu plus tard. Ce qui va être particulier en ce moment, c'est l'absence de course. En fait, il n'y a pas eu de course au stage. Donc, du côté de cette année, de voir comment ça va être remis, comment est-ce qu'on va adapter effectivement notre modèle de prévisibilité en fonction de cette absence-là. Mais pour les stages actuels de notre côté, je parle juste personnellement, nous sommes maintenus. Mais ensuite, ça va être pour voir par la suite. On garde le même type d'évaluation qu'on fait en général pour conserver les stagiaires ou non. Donc, l'aspect de la disponibilité des stages, est-ce que dans un futur très proche, peut-être qu'effectivement, il y aura un impact, mais je pense qu'au sorti de la crise ensuite, puis je pense que ça va se faire quand même rapidement, c'est que ce n'est pas un modèle d'affaires qui a fait défaut, c'est vraiment un problème de santé. Je pense que ça va être quand même différent lorsque les gens vont revenir. Évidemment, il va y avoir des adaptations, mais je pense que les avocats vont quand même avoir un rôle à jouer, y compris les jeunes avocats, les stagiaires. Parfait. Maître Dupuis, avez-vous ajouté sur ça? Oui, bien moi, pour avoir fait un petit sondage rapidement dans l'Outaouais, c'est certain que tant et aussi longtemps que les avocats vont être en télétravail, j'ai l'impression que peut-être que certains cabinets vont être réticents à prendre des stagiaires, malheureusement. Puis pour la suite, je pense que ça va dépendre beaucoup de comment économiquement les régions tirent leur épingle du jeu là, suite à la crise, parce que il ne faut pas se leurrer, là, économiquement, la suite va être très difficile. Alors, peut-être que le volume, peut-être la capacité de payer des clients va être affectée. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la capacité des cabinets de retenir des ressources supplémentaires. Puis évidemment, ça inclut stagiaires et étudiants. Mais il ne faut pas être défaitiste. Peut-être que les choses vont bien se passer. On n'a pas de boule de cristal, mais ça dépend de plusieurs facteurs, évidemment. Oui, parfait. Je trouve qu'il y a un beau lien avec la prochaine question qu'on a reçue. Êtes-vous d'avis que les barreaux de section devraient offrir certains services et effectuer des ententes de partenariat avec des organisations ou des compagnies de leur région pour favoriser la reprise des activités des avocats et faciliter le retour au travail des avocats? Donc, Maître Poirier, est-ce que... François, ça me semble, c'est exactement ce que je fais de votre côté. Le partenariat avec l'UQAC, le partenariat, la campagne de publicité qu'on voulait faire,
Par contre, on se disait qu'aller au-delà de ça, c'est compliqué aussi, là, parce que le rôle premier du barreau, c'est la protection du public. Oui, c'est bien dans la valorisation de la profession, mais toujours avec cet aspect-là, protection du public. Et c'est là, moi, quand j'entends cette question-là, je me dis c'est là peut-être que l'APAC ou l'Association professionnelle des avocats du Québec, ou sa mission ou sa vocation, va prendre de plus en plus de sens. Puis je pense que ça vaut la peine, là, les gens qui ne sont pas membres, de regarder ça puis d'entrer membre, parce que ça, c'est une organisation où là, ce serait simplement le bénéfice, peut-être bénéfice, ce n'est pas le bon mot, mais la promotion de la profession qui serait son objet, là. Alors, je pense qu'il marcherait un petit peu moins sur des œufs que les différents barreaux régionaux là, dans la réalisation de cet enjeu-là. C'est vrai qu'il y a effectivement cette confusion. Le fait que la question soit posée, c'est effectivement parce qu'il y a une confusion. Les gens, des fois, voient spontanément les barreaux comme des syndicats des avocats. Donc, c'est un peu cet aspect-là, ou alors que il y a effectivement un certain rôle où l'aspect de s'assurer qu'effectivement, on a des avocats bien formés, ça aide le public. Le but, c'est que le public soit bien représenté par les avocats. Donc, oui, des fois, on peut pousser un peu cette mission-là de protection du public jusqu'à la représentation des membres, un peu comme on le fait actuellement, cet équilibre-là qu'on fait avec la gestion et la négociation, surtout ces discussions avec les tribunaux. Mais lorsque vient le temps, effectivement, de promouvoir directement du travail d'avocat ou des cabinets ou de retour à la... Là, il faut vraiment penser qu'en effectivement, comme le mentionnait Jean-François, qu'on représente le public. Nous, nos commettants, c'est le public. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'on doit dire, est-ce que là, je travaille pour eux ou en ce moment, je suis en train de regarder presque exclusivement pour un travail pour les membres. Et là, on est vraiment sur cette ligne-là là, qui doit être vraiment... parce que sinon, si on fait ça, c'est qu'on va perdre notre force par rapport aux tribunaux en disant, bien, OK, si vous êtes tout simplement comme des représentants des avocats, qui parlent pour le public? Est-ce que le public se retrouve complètement hors de ces discussions-là si les barreaux ne parlent pas pour le public? Et c'est là qu'il faut absolument qu'on garde, parce qu'on est les seuls porte-parole du côté du public dans ces instances-là. Il faut qu'on garde ce rôle-là. Parfait. Mais depuis, quelque chose à ajouter? Je suis entièrement d'accord. C'est tellement bien dit, je n'ai rien à ajouter. Parfait. Je vais y aller. Le temps file rapidement. Je vais y aller avec une dernière question. Puis ça rejoint aussi ce que Maître Forêt disait. Les barreaux de section avec le barreau du Québec ont comme mission de veiller à la protection du public. Avez-vous dû faire des initiatives, activités particulières concernant cet aspect précis pendant cette crise? Quelqu'un veut y aller? Ben, moi, je dirais un peu, comme je l'ai mentionné un peu au début, puis je le mentionne parce qu'en plus, ça me fait penser aussi également, on a des discussions récemment où souvent, il y a l'aide juridique autour de la table, de toutes les discussions, lorsqu'on parle de ramener les tribunaux, en force de ramener l'activité aux tribunaux. Et l'aide juridique est souvent là pour venir dire, rappelez-vous qu'il faut toujours qu'on pense au maillon le plus faible de cette chaîne-là. Parce que oui, on a vraiment comme l'aspect des avocats qui vont s'adapter ou c'est difficile pour nous, mais la personne qui ne comprend déjà pas le système, il faut qu'on y pense. Et je pense que notre rôle, en tout cas de notre côté, du côté du barreau de Montréal, les initiatives qu'on fait, c'est moi, je prends vraiment comme mission personnelle, à chaque fois que j'ai des réunions, de venir dire aux intervenants, pensez aux gens non représentés. Pensez à l'impact sur eux. Est-ce qu'on les joint? Est-ce qu'on leur a expliqué que c'était remis à une date ultérieure, mais qu'on allait les recontacter ou qu'il y avait un geste positif à faire? Parce que souvent, d'ailleurs, je cite encore l'aide juridique, il vient dire que c'est des gens qui sont déjà démunis. Pour eux, ces changements-là sont vraiment la fin du monde. Alors que si on ne les avait pas déstabilisés comme ça, on les garde dans le système, ils peuvent ensuite en ressortir comme il faut. Versus si on les échappe du système, parce qu'on est en train de faire une transition trop rapide, on les échappe pour de bon. Souvent, ils vont venir dans une partie du système qu'on aime moins. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, puis je pense, comme rôle de protection du public, de se rappeler que oui, les membres, ça va être compliqué, mais ça va être encore plus compliqué pour les gens qui sont plus démunis ou pour les justiciables. C'est vraiment à eux qu'on doit penser lorsqu'on a des discussions avec la magistrature ou avec les autres intervenants. Il ne faut pas se leurrer. Ouais, peut-être que j'ai sauté mon tour de parole. Non, ça va. Faut pas se leurrer, là. Il y en a de plus en plus des gens pas représentés. Là. Puis c'est pas tous des gens qui choisissent de ne pas être représentés. C'est des gens souvent qui sont admissibles à l'aide juridique. Puis que parce qu'une autre partie est déjà dans le bureau d'aide juridique avec les permanents et pas en mesure de trouver un avocat qui accepte un mandat d'aide juridique parce que les tarifs, je pense que j'apprends rien à personne, sont désuets, puis le modèle doit être repensé totalement. Oui, c'est sûr, là, on est dans un temps de crise, puis peut-être ce dossier-là est mis
mis un petit peu de côté. Ça va être un dossier qu'il va falloir réactiver très, très, très rapidement parce que ça a des impacts, puis on le vit sur le terrain. Puis les gens non représentés, bien, c'est plus compliqué, c'est plus long, ça ne sert pas personne, puis ça ne les sert certainement pas eux autres. Fait que ça, il va falloir s'en occuper. Parfait. Maître Dupuis, dernier commentaire? Oui, peut-être juste souligner l'initiative du Barreau du Québec de créer la ligne téléphonique COVID-19 pour le public en lien avec des questions sur des enjeux juridiques en lien avec la COVID-19. Alors, encore une fois, je pense une très bonne initiative du Barreau du Québec, puis une belle réponse des avocats et avocates du Québec qui ont répondu présent et qui ont fait, je pense, de cette ligne téléphonique là, un succès. Alors, c'est une belle initiative. Je pense qu'il faut féliciter les avocats et avocates qui ont répondu présent. Parfait. Bien, merci. Ça va conclure, puis ça conclut sur une belle note notre webinaire. Merci à tous. Le lien vers l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sous peu, envoyé à tous nos participants inscrits. Un grand merci à nos panélistes pour leur temps, leurs précieux commentaires aujourd'hui. De la part de LexisNexis, en mon nom personnel aussi, portez-vous bien. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.